Notre invité ce matin, Richard Ferrand, bonjour. Bonjour. Député du Finistère, mais aussi patron des députés La République En Marche à l'Assemblée nationale. Les suites de l'attentat terroriste de Trèbes, avec des positionnements politiques que vous avez écoutés hier. Marine Le Pen était à votre place. Elle a demandé la démission du ministre de l'Intérieur. Laurent Wauquiez, lui, demande la mise en rétention de certains fichiers S. Marine Le Pen demande l'expulsion des fichiers S étrangers. Est-ce que vous remarquez des discours communs entre les deux? Vous savez, Monsieur Bourdin, ce que je remarque surtout, c'est que il y a des lâches qui meurent parce qu'ils veulent tuer des innocents, et il y a ensuite, et c'est le cas du colonel Bertram, des héros qui meurent parce qu'ils veulent sauver des vies. Demain, nous rendrons un hommage national à celui qui est aujourd'hui un héros pour toute la France. Et pendant ce temps, je constate que certains, sans même attendre cet hommage national, couvrent de boue politicienne le sens de l'honneur dont le colonel Bertram a fait preuve. C'est surtout ça qui m'a frappé, vous voyez, que sans attendre, sans pudeur, sans respect, sans dignité, d'ores et déjà, on veut utiliser la peine de tout notre pays face à ce qui s'est passé. Et l'héroïsme d'un homme pour immédiatement remettre les mains dans les pires politicailleries. Cela ne me paraît pas à la hauteur, ne me paraît pas digne. Et pour ma part, je ne vais pas rajouter à tout cela, je ne vais pas en remettre une couche. Si les uns et les autres veulent s'acoquiner, pensant que c'est sur le malheur, voire l'angoisse, la stupéfaction, que l'on peut prospérer électoralement, eh bien je le leur laisse. Je le leur laisse. Et pardon de vous dire, Richard Ferrand, mais ils ne sont pas seuls. Manuel Valls, qui est proche de votre groupe, qui est membre de notre groupe, qui est membre de votre groupe, a dit pratiquement la même chose. Il n'a pas mis en cause le ministre de l'Intérieur, ni le président de la République. Je suis d'accord, mais qu'a-t-il dit ? Il a parlé de l'interdiction du salafisme dès dimanche. Il a parlé de l'internement des étrangers fichiers S ou de certains fichiers S. Il en a parlé. Non, mais vous savez, depuis la loi que nous avons votée, plusieurs mosquées ont été fermées parce qu'elles professent justement un islam de combat. Autrement dit, aujourd'hui, en France, chacun croit en son Dieu comme il l'entend, dès l'instant que les règles de la République sont respectées. Et évidemment qu'il faut traquer toutes celles et tous ceux qui font usage de la religion pour créer des situations de guerre. Mais il ne faut pas tout mélanger. Vous regrettez les propos de Manuel Valls tout de suite? Non, Manuel Valls a son expérience. Il a dit ce qu'il ressentait là-dessus. Il a dit qu'il fallait être plus vigilant peut-être encore. Il a dit qu'il fallait peut-être mettre en détention certains fichiers S, il l'a dit. Non mais écoutez, chaque fois... Ou interdire le salafisme. Vous savez, Monsieur Pechnard, que vous connaissez sans doute, qui a été un grand directeur général de la police nationale, qui a été un tout proche collaborateur du président et du ministre de l'Intérieur Sarkozy, qui est aujourd'hui vice-président à la sécurité en Île-de-France, a lui-même indiqué que non seulement ça n'avait pas grand sens, mais que c'était techniquement et juridiquement quasiment impossible à faire. Donc ce qui est vrai... aurait dû se taire. Non, on gagne jamais à se taire, nous sommes dans une démocratie. Ce que je dis simplement aussi, c'est que, et d'autres l'expriment, c'est que il faut toujours travailler au plus près du terrain. J'entendais votre invité de ce matin, la juge Brugère, qui expliquait très bien comment il fallait, employer cette expression, déconcentrer l'action, pour être toujours au plus près du terrain, pour avoir la granulométrie la plus fine par rapport aux individus qui sont fichés comme l'on dit, pour un signalement, une inquiétude, ou ceux dont on peut pister le comportement et redouter qu'il ne s'aggrave. Donc oui, vous savez, il faut être très humble, cette magistrate le disait. Chaque fois qu'un drame comme celui-là survient, il s'agit, et le procureur Molins le fera, avec l'honnêteté, la rigueur et la simplicité qu'on lui connaît, il va falloir tout comprendre, tout décrypter et regarder chaque fois comment on peut faire toujours mieux pour éviter que surviennent de nouveaux drames. Songez que entre les assaillants du Bataclan, qui étaient en vérité des gens qui rentraient finalement de faire la guerre,
faire le djihad en Syrie ou ailleurs, et qui avaient des méthodes de guerre et de guerriers. On a là, c'est l'expression qu'a pris le président de la République, un terrorisme endogène, c'est-à-dire qui se développe au sein même de notre société. Ça veut dire que, là aussi, les méthodes doivent s'adapter. Et c'est ce qui se fait en permanence. Oui, mais... En permanence au sein des services de police, de gendarmerie, de la magistrature. Est-ce que vous Donc, pensez si vous que voulez, toutes ces critiques politiciennes portent atteinte justement au travail de tous ceux qui luttent contre le terrorisme? Je pense aux policiers, je pense aux magistrats. Mais elles sont injurieuses. Elles sont injurieuses. Moi, je vais vous dire, monsieur Bourdin. Oui. À Châteaulin, dans ma circonscription, il y a une école de gendarmerie. 800 à 1000 jeunes gens qui ont fait le choix des armes pour nous protéger sont là en permanence, en train de se former et avant de rejoindre leur affectation. J'en ai croisé quelques-uns ce week-end avec qui j'ai discuté de manière un peu informelle. Mais croyez bien que entendre d'ores et déjà des personnalités publiques mettre en cause leur travail, alors même que le héros, qu'est le colonel Bertram, n'a pas encore reçu l'hommage de la nation qu'il mérite, mais cela blesse, cela touche. Et aujourd'hui, toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour nous protéger, ils ont besoin qu'on soit à leur côté, qu'on ne soit pas dans des divisions. D'ailleurs, que cherchent les terroristes ? Ils cherchent à diviser la société française, ils cherchent à nous opposer, ils cherchent à faire en sorte que nous ne soyons pas rassemblés face à eux. Or, nos valeurs, le fait que quels que soient nos parcours, quelles que soient nos idées, quelles que soient nos croyances, ou l'absence de croyance en une espérance divine, quelle qu'elle soit, eh bien, il nous faut rester unis, rassemblés. C'est cela notre force inaltérable. Oui, mais des questions sont posées, Richard Ferrand. Oui. Par exemple, ce terroriste, au doigt de Carcassonne, fréquentait une mosquée à Carcassonne. L'imam de la mosquée ne parle pas français ou pratiquement pas français. Est-ce acceptable que l'imam d'une mosquée en France ne parle pas français? Écoutez, aujourd'hui, on ne va pas tomber dans une fébrilité. Mais il ne s'agit pas de tomber dans une fébrilité. Ou dans l'idée que comme ça, il faudrait décider de mesures à l'emporte-pièce. Moi, ce à quoi je vais être très attentif comme vous et comme tous les Français, c'est lorsque le procureur Molins aura à la fois mené toute l'enquête, que l'ensemble des services auront fait le point sur tous les facteurs, toutes les causes, toutes les situations qui ont pu aboutir à cela, que l'on pourra regarder ce qui a été fait et ce qui est amélioré. Il faut être humble face à ça. Il ne s'agit pas de dire tout marche bien, mais il ne s'agit pas non plus de dire demain matin on va faire une loi. Ça n'a aucun sens. Nos services travaillent bien et beaucoup. Et est-ce qu'on peut accepter que dans la cité où vivait ce terroriste, des jeunes en ont fait leur héros? Leur héros, Radouane, on est avec toi. On a entendu, on a vu ça. Mais bien sûr qu'on ne peut pas l'accepter, qu'il faut le combattre. C'est là que le combat, justement, il est policier, mais il est aussi culturel. Oui. Il est culturel, cela signifie qu'il faut partout lutter contre cet abrutissement et cette manipulation qui ensuite est faite. Que des esprits sont gangrénés et qu'il y a des quartiers où la République n'existe plus. L'esprit de la République n'existe plus. Eh bien, c'est bien pour ça qu'il faut aussi aller le faire souffler là. Et c'est tout le sens de ce que nous faisons. Mais personne ne peut dire que ça se fait d'un claquement de doigts. On ne va pas résoudre des choses extraordinairement complexes qui sont dans notre société depuis une vingtaine d'années en train de s'enquister, que l'on va régler les choses. Mais croyez bien que le président de la République, le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement et tous les députés de la majorité sont totalement mobilisés, totalement conscients de cela. Et que nous sommes au travail. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe Castaner qui explique que 258 adultes français sont en Syrie et susceptibles de revenir, je le cite, il vaut mieux les accueillir, les suivre, les emprisonner lorsque des actes criminels ont été commis pour faire en sorte que l'on puisse identifier le risque. Vous comprenez qu'on puisse dire cela? Je comprends deux choses. C'est maladroit ou pas? Attendez, vous savez, les choses sont complexes. Premièrement, comme l'a dit la garde des Sceaux, lorsque des gens, fussent-ils français, ont commis des crimes ou des délits dans des pays où ils sont allés faire la guerre, qu'ils soient jugés là-bas. Première chose. Deuxième chose, lorsque ces personnes
revienne, le cas de ce que Christophe Castaner a pu vous dire, eh bien, il est évident qu'il faut se saisir de ces personnes pour précisément comprendre ce qui s'est passé, quels sont leurs réseaux, savoir comment cela se passe et arriver justement à débusquer celles et ceux qui préparaient des attentats. Songez qu'en 2017, alors évidemment, ça ne fait pas d'image, pas beaucoup de sons, mais ce sont plus de 20 attentats, ou pré-attentats, si je puis dire, qui ont été débusqués, déjoués par nos services. 2 depuis le début de l'année. Et donc oui, toutes les sources de renseignement sont utiles. Songez que sur le quinquennat, 10 000 emplois vont être créés dans nos forces de sécurité. 6 000, nous allons voter tout à l'heure la loi de programmation militaire dans les forces armées, et que 2000 personnes seront totalement dédiées justement au renseignement. Car on le voit bien, c'est par le renseignement, le plus proche, en proximité du terrain, la magistrate que vous avez invitée le rappelait ce matin, que l'on peut arriver à avoir toute une série d'informations qui permettent d'attraper celles et ceux qui pourraient se laisser aller à un attentat. Voilà ce travail à la fois puissant et humble qui nous incombe. Et en France, en même temps, en 2018, une grand-mère de 85 ans est tuée parce qu'elle est juive. C'est l'horreur absolue. On en est là aussi. Mais vous avez raison de le dire, Monsieur Bourdin. Le grand rabbin Chaim Garcia, hier, disait les bourreaux ont toujours le même visage, c'est-à-dire la haine liée au fait que cette personne, par ailleurs rescapée de la rafle du Veldiv, cette personne ait pu être assassinée, d'après le parquet, parce que elle était juive. C'est la nausée, c'est l'horreur absolue. Regardons les grèves, et là, notamment la grève à la SNCF, Richard Ferrand. Est-ce que le gouvernement est prêt à négocier ? J'emploie volontairement le mot négocier. Non mais le gouvernement n'arrête pas de négocier. Les réunions de concertation. Concertation ou négociation sont deux choses différentes. Ne jouons pas sur les mots. Alors, le gouvernement... négociation, oui. Non mais ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça veut dire qu'il y a des mouvements divers d'interruption de circulation de trains, de grèves, etc. Mais simultanément, des discussions, des négociations ont lieu, évidemment. Évidemment. Mais jusqu'à maintenant, pardonnez-moi, mais le gouvernement n'a pas employé le mot négociation. Oui, bah écoutez, moi je... Vous êtes le premier à l'employer. Oui, mais moi je ne joue pas sur les mots. Bon, d'accord. Je ne joue pas sur les mots. Ce que je dis, c'est que on a juste une SNCF, si vous voulez, qui, rapporté à ce que l'on y consacre par an, plus que ce que l'on consacre à nos gendarmes et à nos policiers, eh bien aujourd'hui ne rend pas les services que l'on pourrait attendre. Et les cheminots eux-mêmes en sont les premiers malheureux. Moi, je ne prends que le train. Je n'aime pas prendre l'avion. Je discute avec les cheminots. Va renflouer les caisses de la SNCF. Je discute avec les cheminots et eux-mêmes voient bien qu'il y a eu du sous-investissement, voient bien que un certain nombre de services se sont dégradés et voient bien que pour autant ça coûte toujours plus cher. Alors n'importe qui d'un peu sensé se dit il est temps quand même de remettre sur la table cette espèce d'équation impossible qui fait que finalement tout coûte toujours plus cher, que le service n'est pas mieux rendu et que, y compris les professionnels qui y travaillent en souffrent. Donc il faut sortir de cette absurdité et remettre tout sur la table. C'est ce qui est fait. Bien, alors justement, vous dites tout coûte plus cher. Le déficit de la France est passé à 2,6% en 2007. On va s'en réjouir. En 2017, on va s'en réjouir parce que ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un tel chiffre. Oui, mais parallèlement, la dette augmente. 2285 milliards d'euros. Pas que la dette, les prélèvements obligatoires augmentent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taxes et les impôts augmentent. Non, ça veut dire que quand on... Attendez, ça veut dire que quand on produit plus de richesse parce que l'activité repart, et naturellement, les prélèvements que l'on fait sur une activité qui croît sont des prélèvements qui augmentent. C'est assez mécanique. Oui, mais ça veut dire qu'on est à plus de 45% de non, prélèvements. Mais c'est-à-dire... Le taux augmente de prélèvements, oui. Monsieur Bourdin, il nous faut remettre un effet de l'ordre dans nos finances publiques. Par quoi... Attendez, alors, attendez, je vais vous répondre. Vous l'avez gentiment observé, depuis 2007 ou 2008... On ne s'était jamais situé à un niveau de déficit aussi bas. C'est un premier pas. Le deuxième pas, c'est en effet pas le surendettement, mais l'endettement massif de notre pays. Qui augmente. Bah oui, chaque fois qu'on fait déficit, même si on en fait un petit, évidemment, ça fait augmenter la dette. Bon.
Deuxième point. Et le troisième point, c'est que nous avons sur un niveau de prélèvement sur la richesse nationale qui est supérieur à la moyenne européenne. Et dans son livre, d'ailleurs, Révolution, dont je vous recommande la lecture, le candidat Macron disait que justement, notre objectif devait être de réduire tendanciellement la dépense publique pour que le niveau global de prélèvement sur la richesse nationale nous fasse revenir dans la moyenne européenne. Mais tout ça, Monsieur Bourdin, on va pas le faire en un jour. On va le faire en un quinquennat. Mais où réduisez-vous la dépense publique? Et en deux s'il le faut. Donc il nous faut regarder, et c'est l'objet de ce qu'on appelle Action publique 2022, c'est l'objet de regarder qu'est-ce qui aujourd'hui doit véritablement relever de l'action publique ou de ceux qui ne doivent pas en relever. Il nous faut remettre tout ça, repasser tout ça au tamis. Où réduisez-vous la dépense publique? Mais je ne vais pas, moi, vous donner la solution avant même qu'on ait fait le travail. Simplement ce que je vous dis, et des parlementaires, ils sont extrêmement engagés aux côtés de Gérald Darmanin, d'Olivier Dussopt, de Bruno Le Maire, c'est de regarder pourquoi est-ce qu'on prélève autant d'argent public? Pour en faire quoi? Et qu'est-ce que c'est qui peut relever d'autre chose que de la dépense publique? Mais ce travail-là, une fois encore, il se fait avec sérieux, il se fait dans le temps, il se fait rigoureusement. Il ne se fait pas simplement en disant voilà, on va faire ci, on va faire ça. Et vous voyez bien d'ailleurs combien nous sommes aussi attachés à nos services publics. Nous sommes tous d'accord si nous avons un papa ou une maman dans une maison de retraite pour dire que s'il y avait un aide-soignant ou une infirmière de plus, on trouverait que c'est mieux. Eh bien ça, c'est de la dépense publique. Lorsque l'on dit il faut plus de professeurs, d'instituteurs dans nos écoles, c'est de la dépense publique. Lorsqu'on dit il faut plus de gendarmes, plus de policiers, à juste titre, c'est de la dépense publique. Donc ça signifie une augmentation de la dépense publique. Non, ça signifie qu'il faut hiérarchiser cette dépense publique, bien dire quelles sont les priorités. Ça a déjà été fait dans notre premier budget, ce sera fait dans le second, pour pouvoir dire aux Français, au fond, voilà, là on va continuer à investir parce qu'il le faut. Il faut mettre des moyens là, là et là. Et dire qu'ailleurs, eh bien, on va faire baisser les moyens. C'est comme ça que l'on s'y prend, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a eu des discussions autour du premier budget sur la politique du logement et la politique de l'emploi, qui étaient des politiques extrêmement coûteuses pour un rendement finalement assez faible. Donc vous voyez, ce travail, on l'a fait au premier budget, on continue de le faire. Et il va bien falloir continuer à réduire le nombre de fonctionnaires. Pour réduire la dépense publique, on est bien d'accord. Hein. C'est pas un objectif en soi, ça en fait partie, mais justement, on ne peut pas raisonner là-dessus comme un comptable en disant, voilà, 120 000, 500 000, 600 000... C'est ce qu'a annoncé jamais. Reprenez tous ces discours de campagne, non. Personne n'a parlé de 120 000. Si, mais le président de la République, vous savez que j'ai un peu mené campagne avec lui. Oui, le président de la République, il a toujours dit, le nombre de fonctionnaires, ce n'est pas une boussole. Ce qu'il faut penser, c'est quels sont les besoins où il faut plus de fonctionnaires et quels sont les secteurs où il n'y a pas de sens que ce soit l'État qui manage tel ou tel sujet. C'est comme ça qu'il faut penser les choses, mais non pas en mettant des chiffres comme ça, simplement en regardant quelle société on construit, ce qui relève de l'action publique, de la solidarité ou de l'action privée. J'ai une dernière question sur l'affaire des mutuelles de Bretagne. Vous deviez être entendu hier, je crois, par le juge d'instruction, Renaud Van Rooyenbeek, c'est vrai? C'est vrai, mais figurez-vous que à la fois, d'abord, on parle bien de la même chose. Hein. C'est l'affaire qui a été classée sans suite. C'est-à-dire où un magistrat a dit il n'y a rien là-dedans. Ce que j'ai toujours dit, y compris devant vous. Oui, c'est vrai. Et alors, ce qui s'est ensuite passé, c'est qu'un magistrat qui a la double qualité de premier vice-président du tribunal de Paris et de vice-président d'Anticor a déposé une plainte. Et alors, naturellement, au moment de l'instruire, on s'est dit, mais comment ça se fait que l'on puisse être à la fois juge et partie? Et venir me reprocher un mélange des genres quand on en est soi-même l'auteur, si ça ne faisait pas de la peine, je trouverais ça comique. Mais croyez-moi, l'actualité mérite mieux que ces tribulations assez peu glorieuses. Le TGI de Paris pourrait être dessaisi d'ailleurs. Ce n'est pas moi qui suis juge. Mais merci Richard Ferrand, 8h56. Vous êtes sur RMC et BFM TV.